Prendre le risque de contracter un prêt à des dizaines de millions de francs CFA, pas pour investir, mais pour financer ses études. Ça a été l'expérience de notre invité qui nous rejoint aujourd'hui. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans C'est Midi, l'émission qui raconte vos histoires. Toutes vos histoires. Excellente période de jeûne à tous nos frères musulmans, à tous nos amis musulmans qui suivent cette émission. C'est un plaisir, en tout cas. Et pour dévoiler sans tarder notre témoin de ce jour, la plume de Marie-Ange Eumiem, mise en voix par Nafi Touré. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit une jeune femme audacieuse et déterminée. Paul-Aurore Kofi est une jeune femme mariée et âgée de 29 ans. Issue d'une famille de 4 enfants, Paul-Aurore eut un parcours scolaire normal. Elle obtient son bac D en 2009 au lycée Sainte-Marie de Cocody, puis entame ses études supérieures à Atlanta, aux États-Unis, où elle réussit un bachelor en économie d'entreprise à Georgia State University. Elle est également diplômée d'un master en entrepreneuriat et gestion de l'innovation de l'University of Nottingham en Chine. Aurore est depuis 2018 manager du bureau du vice-président de l'Université internationale de Grand Bassam. Notre invitée a su adopter un bon état d'esprit et l'attitude d'une audacieuse pour terminer ses études. Son histoire, elle nous la raconte sur le plateau de C'est Midi dans un instant avec Jean-Michel Aunin. Voilà, nous accueillons notre invité avec un petit tour d'applaudissements autour de la table. Applaudissements aussi, on en profite pour Jessica Bamba qui a célébré ce week-end son anniversaire. Happy birthday, merci. C'est essayez donc de vous rattraper, c'est pas grave. Merci. Non, merci les gars. Vous l'avez célébré votre anniversaire où? Chez moi. Pourquoi vous faites ça même? Et Jessica, vous avez mis le verre, je crois que ça a du verre menthe. Ça a quelque chose à voir avec cette année qui s'ajoute? Essayez de vous rattraper toujours. Rien à voir, ça n'a rien à voir. Allez, on vous aime, on vous embrasse très fort. Merci, profitez bien. Bonjour, Marie-Paul Aurore. Enfin, j'ai dit Marie-Paul, c'est Paul-Aurore Kofi. Voilà, merci beaucoup. L'habitude de Paul. Ah oui, voilà. Paul-Aurore Kofi, bonjour, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bonjour Jean-Michel. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup. Vous avez une histoire qui va nous enseigner énormément, surtout pour le jeune âge et le parcours, qui est assez pertinent, les initiatives, les choix que vous avez faits. Vous avez en face de vous Dr Philo, on est en pleine période de jeûne musulman et il a mis les habits pour. Ça, ouais. Dr Philo. Oui, bonjour, guide spirituel, je préfère aujourd'hui. Guide spirituel aujourd'hui, Voilà, attention, guide spirituel. pas de mensonge dans une période qui est assez simple. Non, pas de mensonge. Et puis il dit qu'en tant que guide spirituel, vous avez salué la communauté musulmane, ça m'a plu, ça m'a fait plaisir. Voilà, en tant que guide spirituel, nous quand on met lundi comme ça, la rupture c'est lundi prochain. Mais il faut avoir assez de foi. Voilà, il faut avoir assez de foi. D'accord. Madame Paul-Aurore Kofi, avec vous le thème ça va être jeune. J'ai contracté un prêt de plusieurs millions de francs CFA pour mes études. Quelles étaient vos ambitions? Quel en a été l'impact? On va faire le tour de tout ça. Mais avant, voici l'avis de Dr Philo. Le thème du jour, selon Dr Philo. Merci. Ah ouais, il me dit de ne pas mentir, moi, quand même, ne pas mentir, seulement que je dis la vérité. Voilà, parfois on n'est pas compris au fait. En tant que guide spirituel, moi je dis, prendre prêt, bon, vraiment, si je m'enlève dans la peau de guide, bon j'enlève guide spirituel aujourd'hui. Si moi je m'enlève dans la peau de ça là, il ne peut pas prendre 1 million pour financer mes études. Il ne peut pas. Non. C'est moi qui connais ce que j'ai dans la tête. Mais en même temps, dit que la vie même là, on vit sous, c'est-à-dire la vie même là, c'est dette. Dieu même quand nous met sur la terre là, c'est une dette, c'est crédit nous fait. En nous maintenant de faire ses œuvres sur la terre. Voilà. Et il dit que prendre l'argent, c'est-à-dire financer vous-même vos propres études. Moi je dis que c'est de l'entrepreneuriat en fait. La différence c'est que c'est vous-même qui êtes votre chef. Vos ménages sont vos machines, vous avez votre entreprise, parce qu'il faut avoir confiance en soi. Un inconscient, quelqu'un qui est nul, il ne peut pas prendre crédit pour dire va faire ici. Et si tu n'as pas réussi, tu as remboursé comment? Non, c'est pas que vous avez confiance en vous, et c'est parce que vous avez la foi. Voilà, je parle d'investissement personnel, l'auto-investissement, vous investissez sur votre propre personne. Sinon, la foi en son potentiel. Voilà, potentiel. Il faut avoir confiance en soi. Sinon, vous-même là, c'est pas vous-même qui avez financé vos études maternelles, c'est vous qui avez financé. Voilà, donc arrivé à un certain moment, on vous aide. C'est de l'entrepreneuriat, on vous finance, et puis vous allez, puis faites conscient. Mais en même temps, rappelez à tous ces étudiants qui sont sur le campus en cité que ce que vous vivez là-bas, là, c'est pas éternel. Ceux qui ont plus de 60 ans, qui sont encore dans les chambres, excusez-moi, c'est pas un règlement d'école, mais c'est la réalité. Mais libérez ces chambres-là, libérez ces chambres pour la jeune génération qui vient. Parce que vous êtes là-bas, là. L'État est en train d'autofinancer vos études comme ça. Parce que tu donnes à la maison, tu ne payes pas. Manger même, tu ne payes pas. Plat de riz, on dit c'est 200 francs. C'est un financement de l'État. L'État entend ce que tu aies travaillé pour rembourser ça en venant mettre à la disposition du peuple ton expérience.
En même temps, je vous dis que vous félicitez pour ce que vous avez fait. Franchement, ce n'est pas du tout évident, mais je dis que c'est de l'entrepreneuriat, c'est de l'autofinancement, l'entrepreneuriat personnel. Vous êtes votre machine, vous avez votre propre entreprise. Et voilà une semaine qui commence bien avec des fleurs et du sourire. Alexandre Branger, vous qui êtes un jeune homme d'affaires, vous avez déjà contracté des prêts en dizaines de millions de francs CFA? Oui, quelques prêts, mais pas en dizaines de millions de CFA, mais oui, j'ai pris des frais, je les ai remboursés, voilà. Alors, je suis fier de moi d'avoir remboursé mes prêts. Même si des fois, on ne dort pas, hein. Tu peux pas dormir. Bravo à vous en tout cas. En tout cas, on est très admiratifs, Paul Aurore Kofi. Allez, tout de suite, une question que nous allons adresser à nos chers téléspectateurs. Qui a financé vos études? Alors là, c'est parti. Chris Paternassemian, c'est votre opinion. Financer mes études, ma mère. Oui, puisque mon père il est décédé, j'avais 18 ans et je suis allé au Maroc. Tout ça, c'est ma mère et un oncle qui est aux États-Unis. Je dois beaucoup à ma mère ainsi qu'à mon oncle qui est aux États-Unis. Sincèrement, il fait beaucoup pour moi. Et pour l'instant, je n'ai rien. C'est dans mes prières que je vais faire des bénédictions. C'est mes parents qui ont financé mes études. Comme tout un chacun, on est toujours redevant avec nos parents. Parce que c'est grâce à eux que nous sommes là. C'est grâce à eux que nous avons vu le jour. Donc on leur doit toujours quelque chose. Ça, c'est la moindre des choses. Ma grand-mère qui a financé mes études. C'est elle qui a tout fait. Donc je me dis que si j'ai réussi aujourd'hui, c'est à cause d'elle. Et je dois faire tout mon possible pour qu'elle soit heureuse à son tour. À vous le studio. Alors, ça nous manque maintenant. Allez, merci beaucoup à Chris Paternassemian pour ce joli travail. Paul Aurore Kofi, vous avez été une étudiante au parcours brillant, excellent, jusqu'en bac D. Ouais. 2 ans à l'IUGB, International University of Grand Bassam. Et vous avez continué votre programme aux États-Unis, à l'université en Georgia State University. Vous avez bouclé avec un bachelor en économie d'entreprise. Déjà étant sur les lieux, vous avez pris un boulot au sein de la fondation de l'IUGB qui se trouve dans cette institution respectable. De retour à Abidjan, vous avez travaillé au sein de l'IUGB, avant d'avoir d'autres aspirations, d'autres ambitions, celle de poursuivre, d'élever le niveau de vos connaissances. Et pour ce faire, vous avez dû contracter un prêt de 12 millions de francs CFA, voilà, pour aller poursuivre vos études en Chine, 1 an pour obtenir un diplôme qui est le Master en entrepreneuriat et gestion de l'innovation à l'université de Nottingham, c'est à Nîmes, en Chine. Je précise aussi que vous êtes l'initiatrice des prix Jeunesse 35-35 de la francophonie, initié depuis 2016. Ça fait 4 éditions maintenant que vous célébrez l'excellence auprès des jeunes francophones d'ici et d'ailleurs. Et vous avez présenté officiellement votre premier livre, dont on parlera aussi, YOLO, You Only Live Once, on ne vit qu'une seule fois. C'est une belle philosophie, en janvier 2020. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Après votre diplôme bien sûr, du bachelor à l'université de Georgia aux États-Unis, vous avez demandé à vos parents de souffler. Vous voulez vous prendre tout de suite en charge. Ouais. Oui, j'ai demandé à mes parents de souffler parce qu'en général, nos parents, ils nous emmènent à l'école pour qu'on ait des diplômes et qu'on travaille ensuite. Donc voilà, moi, quand je suis allée, après avoir obtenu mon premier diplôme à l'âge de 20 ans, j'ai eu le privilège de sécuriser immédiatement un emploi. Donc je me suis dit, pourquoi encore fatiguer les parents si déjà je travaille? Donc à partir de ce point-là, j'ai commencé automatiquement à me prendre en charge, à être totalement indépendante financièrement. Et quand vous dites vous prendre en charge, qu'est-ce que ça inclut? Ça veut dire que j'ai commencé à travailler, donc gérer, être indépendante financièrement et ne plus dépendre de mes parents. Pour la petite histoire, même j'ai commencé ça un peu même avant d'avoir obtenu mon diplôme. De quelle manière? Parce que en 2012, pendant que j'étais encore étudiante à Georgia State, j'ai été reçue par le chef de l'État ici à Abidjan. On était 4 étudiants qui sommes venus, on a été présentés au président comme des étudiants modèles qui travaillaient bien, etc. Et donc le chef de l'État nous a reçus. C'est déjà très bien ça. Merci beaucoup. Félicitations. Il nous a reçus et bon, il nous a encouragés. Et bon, pour nous dire au revoir, il nous a donné des petites enveloppes. Alors, petites enveloppes, vous osez dire petites. De grosses enveloppes. Parce qu'il y a à l'intérieur. Il nous a donné des enveloppes. Alors, moi, j'étais venue, c'était pendant l'été, je devais retourner parce que j'avais encore 3 cours à faire avant de finaliser mon diplôme de bachelor. Donc déjà, dès ce moment-là, dès que j'ai reçu l'enveloppe, j'ai fait le calcul. Je savais combien mon père m'emmenait chaque mois pour me prendre en charge. Je lui ai dit, bon papa, voici ce que le président vient de me donner. Donc, sur la base de ça, ça va te faire tel nombre de mois sans que tu n'aies à m'envoyer quoi que ce soit. J'aurais pu garder cet argent et puis aller faire la Java, mais quand même, il faut comprendre que les parents font beaucoup de sacrifices pour nous lorsqu'ils nous emmènent à l'école. Donc, je lui ai donné le nombre de mois où il devait souffler
Et bon, en retournant, c'est tombé dans la période où j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé. Donc, partant de là, je n'ai plus besoin de faire recours à mes parents pour avoir de quoi vivre. Super, d'accord. Donc là, vous êtes de retour à Abidjan après vos études aux États-Unis. Vous avez le bonheur de travailler au sein de l'université qui vous a formé, l'IUGB. Quel poste occupiez-vous et quelles étaient vos responsabilités? D'accord. Alors, au tout début, j'étais d'abord assistante de la vice-présidente académique, parce qu'on a 2 vice-présidents, un académique et l'autre opération. Donc, j'ai travaillé avec elle pendant 1 an. Il s'agissait véritablement de l'aider dans ses tâches quotidiennes. Son objectif principal, c'était une dame qui était là juste pour 1 an. Et son objectif, c'était de permettre à l'université de donner ses propres diplômes. Parce qu'en son temps, c'était un programme de transfert. On commençait ici, on terminait aux États-Unis. Donc, j'ai eu à collaborer avec elle sur tous ces documents-là. Et après ça, elle est partie. Et je suis partie de l'autre côté. J'ai commencé à travailler maintenant avec le vice-président opération, toujours en tant que son assistante spéciale, jusqu'à ce qu'en 2015, je parte en Chine pour poursuivre mes études et revenir. D'accord. Avant de partir en Chine, en 2015, vous êtes tombé sur dans vos recherches et surtout dans votre soif de plus, de perfection, on va dire. Vous êtes tombé sur ce qu'on appelle un programme qui est l'entrepreneuriat et la gestion de l'innovation. C'est un programme que vous avez trouvé pertinent, pour lequel vous avez osé, parce que c'est franchement une prise de risque, osé demander un financement pour en devenir une spécialiste. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat en gestion de l'innovation? Alors, le diplôme en entrepreneuriat en gestion de l'innovation, c'est simple, hein, comme le nom l'indique. C'est un diplôme déjà en entrepreneuriat. Aujourd'hui, on entend beaucoup le thème entrepreneuriat. On a beaucoup d'entrepreneurs et il y a différentes voies pour y arriver. Tout le monde n'y arrive pas de la même manière. Mais il faut savoir que c'est une filière qui est étudiée. Il y a des théories qui existent. Il y a des recherches qui sont faites par rapport à cela. Donc, moi, aspirant à être entrepreneur, même en étant employé, j'aspirais quand même à être entrepreneur. Et puis, donc, je me suis dit, je veux faire un diplôme qui va me donner justement l'expertise dans ce domaine-là. Pour que quand je serai entrepreneur, je n'ai pas seulement mon expérience, mais j'ai le background éducationnel pour dire, je sais de quoi je parle. Donc, c'est un peu ça. Et gestion de l'innovation, qui dit entrepreneuriat de plus en plus maintenant dit innovation, parce qu'il faut constamment se réinventer. L'univers est très concurrentiel. Bien évidemment. Et même quand on fait de l'entrepreneuriat, j'aimerais signifier, ce n'est pas nécessairement pour courir, aller ouvrir sa propre entreprise. Souvent, des gens disent, mais tu as un bachelor tu as un master en entrepreneuriat, pourquoi tu travailles encore dans une entreprise? Il y a ce qu'on appelle aussi l'intrapreneuriat. On peut être entrepreneur à l'intérieur de la structure dans laquelle on travaille. Comment avoir de nouvelles idées, comment réinventer les processus, etc. Ça existe. Donc, ce n'est pas juste courir, aller ouvrir sa propre entreprise, mais comment apporter des nouvelles solutions là, dans le domaine où on est actuellement. Et c'est ce que j'essaie de faire aussi dans l'entreprise là où je travaille. C'est très intéressant tout ça. Alors, quand on a déjà fait les États-Unis, obtenu un diplôme américain, ce qui est assez glorieux, pourquoi viser la Chine pour ces études? Alors, le choix de la Chine, au départ, déjà quand j'ai eu mon bachelor, je voulais faire mon master, ça c'était clair. Mais au départ, quand je cherchais toujours du côté des États-Unis parce que bien évidemment, j'étais beaucoup plus confortable parce que mon diplôme de bachelor a été obtenu aux États-Unis. Alors, comment le choix de la Chine s'est fait? Il y a plusieurs facteurs qui sont rentrés en ligne de compte. Déjà, pour la petite histoire, un jour au travail, nous avons reçu 2 messieurs qui sont venus présenter un produit. C'était des Ivoiriens, je pense un Ivoirien et un Togolais. Et ils étaient basés en Chine. Ils sont venus présenter un produit en rapport avec l'éducation. Je crois que c'est des tablettes et un truc comme ça. Et le monsieur expliquait comment eux, ils sont allés en Chine depuis 20 ans. Alors qu'aucun Africain même ne considérait la Chine. Et ils ont vu comment la Chine a grandi, comment ça a évolué, etc. etc. Et c'est là que ça m'a fait, c'est un peu comme si ça m'a fait un petit eureka moment. Je me dis, ah, Chine, je n'ai jamais pensé à la Chine. Donc du coup, j'ai tapé, bon, quels sont les programmes d'éducation. Et donc déjà, il y avait ça. Et je suis tombée sur le programme. L'une des choses, c'est que je voulais aller faire un master que j'allais financer moi-même, que j'allais rembourser, même si on me préfinançait. Donc, il fallait que la matière, le sujet, soit intéressant pour moi. Donc, déjà, il y avait le sujet aussi. Donc, quand j'ai vu innovation, gestion de l'innovation, entrepreneuriat, j'ai lu le descriptif, j'ai dit franchement, c'est intéressant, ça m'intéresse, je sais que je vais être entrepreneur un jour, donc je vais décider de m'orienter là. Donc, c'est un peu tout ça. Et bon, il se trouvait que c'était en Chine. Une autre raison, c'est que j'avais déjà fait les États-Unis et je voulais en Chine une expérience différente de celle que j'avais faite aux États-Unis. Plus précisément, quelles étaient vos attentes? Aux États-Unis, j'étais dans une communauté. Il y avait une forte communauté africaine et ivoirienne quand je suis partie. Ça a eu des points positifs parce que je n'étais pas dépaysée. J'avais des amis, des gens et tout. Du point de vue networking, je trouve que j'ai manqué beaucoup de choses. Je me suis concentrée véritablement sur mes études pour avoir une moyenne excellente.
Et ça a été fait. Mais j'ai eu à côtoyer énormément de personnes. Vous imaginez, vous êtes dans une université où il y a 50 000 étudiants qui viennent de partout dans le monde. Et à la fin de ce parcours-là, je n'ai même pas gardé de contact avec les gens. Ceux que je côtoyais, on faisait juste les projets de classe. Quand on finit, on se laisse. Et donc, quand j'ai fait une relecture après, quand je suis rentrée dans le monde du travail, je me suis dit, quand on est à l'université, c'est bien de rechercher l'excellence. Mais toutes les activités extracurriculaires, il ne faut pas les négliger parce que on dit en anglais souvent, your network is your net worth. Ça veut dire que ton network, c'est ça qui est ta richesse. Ton réseau de contacts. On est riche de son réseau, on est riche des personnes qu'on connaît. Donc, je me suis dit, je vais faire une expérience différente. Aller dans un endroit que je ne connais pas et me forcer à collaborer, à côtoyer, à rencontrer des gens pour avoir une expérience riche. Et donc, c'était l'une des raisons aussi pour laquelle je suis partie. En tout cas, les mobiles sont assez intéressants. Pour y aller, ça a un coût. Comment vous avez obtenu les moyens? Il fallait le faire. Et nous, ici, pour le faire, on recourt à la pub. Et on se retrouve juste après parce que Jessica et tous les autres ont des questions pour vous. À tout de suite. En ce moment même, à travers plusieurs pays dans le monde, la maladie est arrivée ici chez nous, en Côte d'Ivoire. Voici quelques gestes pour éviter de l'attraper et contaminer les autres. Se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Il faut éviter les contacts proches. Se mettre à une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes, en particulier si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche, parce que les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui peuvent être contaminées par le virus. Éviter surtout les discothèques, les rassemblements de plus de 50 personnes, la foule par exemple. Respecter les règles d'hygiène respiratoire, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement, permet d'éviter la propagation des virus et autres agents pathogènes. Prenez soin de votre santé et protégez les autres. Après la pub sur C'est Midi, RTI1, nous sommes de retour et vous êtes aussi là. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes en compagnie de madame Paul Aurore Kofi, manager du bureau du vice-président à l'Université internationale de Grand Bassam et écrivaine. Nous évoquons avec elle son parcours basé sur des notions d'excellence, de prise d'initiative, d'entrepreneuriat également. Avant la coupure commerciale, elle nous expliquait, nous donnait les raisons de son envie d'aller poursuivre des études en Chine. Alors, vous aviez une question, Jessica Bamba? Absolument. Alors moi, je veux savoir, c'est vrai que vous avez énuméré plusieurs raisons. Est-ce que les raisons financières faisaient partie des raisons? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être le même coût aux États-Unis, en Chine. Effectivement, le coût de la formation était un facteur majeur. Parce qu'il faut dire que j'avais déjà appliqué dans plusieurs universités. J'avais été reçue dans plusieurs universités aux États-Unis, mais le coût était excessivement cher. C'était très, très cher. Et sachant On était dans l'ordre de combien? 30 millions, 40 millions, 50 millions. La folie des chiffres. Oui, de CFA, oui. C'était vraiment, vraiment cher. Déjà pour commencer, c'est pas mal. C'était vraiment, vraiment cher. Et il faut dire que c'est vrai, on cherche, bon, en même temps, tu peux chercher aussi des bourses, mais la plupart des bourses, en fait, étaient données pour ceux qui voulaient faire le PhD. Parce qu'on cherche plus de personnes qui veulent faire le doctorat. Mais en master, il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, donc c'était quand même assez cher. Et donc, c'est pour ça que ça a retardé un peu. Sinon, depuis mon retour, je savais déjà que je voulais faire un master. Donc, au-delà de tout ce que j'ai énuméré auparavant, le coût de la formation de Chine, pour moi, était beaucoup plus raisonnable. Le diplôme était intéressant, 12 millions de francs CFA, sachant que c'est moi qui vais payer ou rembourser pour ça. Il fallait que quand même je sois réaliste. Voilà, donc le coût. Mais la réalité aussi, c'est qu'à l'époque, votre salaire ne vous permettait pas de trouver les moyens, de trouver les 12 millions pour se faire. Donc, Non. Mais justement, donc, nous, on est curieux de savoir comment est-ce que vous avez fait pour obtenir ces 12 millions. Effectivement, mon salaire ne me permettait pas du tout, sachant en plus que j'étais rentrée, ça faisait à peine 1 an et demi, donc je n'avais pas cette somme-là en banque. Alors moi, ma première option était d'aller directement voir mon employeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais postulé et j'ai reçu l'acceptation, on va dire, en août. Et le programme commence en septembre. Du coup, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Donc ma première option n'a pas été d'aller en banque parce qu'on connaît tous le processus, il est extrêmement lent. Et puis, ce n'est pas évident que quelqu'un qui travaille avec un certain salaire puisse avoir ce genre de somme-là si ce n'est pas pour investir dans un business, etc. etc. Donc, mon premier réflexe, c'était d'aller voir mon employeur. Parce que pour moi, c'était devenu maintenant une famille. J'ai été étudiante là-bas, j'ai travaillé là-bas depuis un certain temps. Donc, je suis directement allée voir le président de l'université. Je lui ai dit, monsieur le président, voici la situation.
j'ai postulé pour mon master, j'ai été reçue, voici le coût, je veux véritablement aller faire cette formation-là. En plus, elle n'est pas longue, c'est juste 1 an. J'aimerais que vous puissiez préfinancer la formation pour qu'à mon retour, je puisse vous rembourser. Et c'est ce qu'ils ont accepté de faire pour moi. Mais excusez-moi, ça ne vous a pas frôlé l'esprit? Excusez-moi, permettez-moi que j'applaudisse quand même. Parce que je pense que c'est pas... Il n'y a pas toutes les entreprises qui franchement, qui ça c'est vraiment le ce moment de le dire, quoi. Vraiment. Et franchement... Bravo. Merci. Bravo déjà, parce que je pense que ce n'est pas la première idée qui nous traverse l'esprit, en fait. On se dit, on va avoir un membre de la famille, on n'ose pas aller demander à son employeur. Franchement, on se dit, bon, on a déjà un emploi, voilà. On se dit même que ça ne va même pas marcher, il ne va pas... C'est clair, c'est clair. Donc, alors, j'imagine que c'est parce que vous aviez une valeur ajoutée, parce que vous étiez professionnelle et que surtout, vous étiez brillante. C'est ce que j'allais dire aussi. Et c'est l'une des choses dont je parle tout le temps. Je dis, quelque chose qu'on fait, il y a la culture de l'excellence. Moi, c'est une chose qui, sans fausse modestie, me caractérise. Quel que soit où je me trouve, quel que soit ce que je fais, je veux le faire de façon excellente. Et quand je suis allée voir le président de l'université pour dire, Monsieur le Président, voici la situation, les mots qu'il m'a sortis, ce sont « On te connaît, tu es brillante, tu es intelligente, on te fait confiance, on va t'accompagner. » Donc je dis que si j'avais été une employée lambda qui faisait juste le minimum, je ne pense pas qu'ils auraient accepté de m'accompagner. C'est déjà sur la base de mon travail en entreprise, ils se sont dit... Elle est quelqu'un de sérieuse, elle est quelqu'un d'intelligente. On sait que si elle va pour le faire, elle va se donner les moyens de réussir. Donc, ils n'ont pas eu peur de m'accompagner là-dedans. Franchement, mais super. Excusez-moi, j'étais en train de dire que tout à l'heure, pourquoi je n'ai pas applaudi? Parce que je me dis qu'elle a cherché loin, n'est-ce pas, mon voisin? Elle a cherché loin. Au lieu d'aller voir le président de l'université, vous devez quand même penser au président de la République qui vous a reçu. Simplement une simple réception, vous avez une enveloppe. Et aussi, vous venez avec un projet aussi. C'était aussi, voilà, une voix aussi palpable. Excusez-moi, je suis désolée. C'est une bonne question tout de même. Oui. Ton président, tu viens de saluer, tu donnes de l'argent. Oui, c'était une option, mais en même temps, on ne rentre pas chez le président de la République comme ça. Moi, le président de la République... Comment vous avez fait pour arriver là-bas? C'est ce que j'allais expliquer. Moi, le président de la République, je ne le connais pas personnellement. Il n'est pas un membre de ma famille. J'étais venue pour participer à un programme qui a été organisé par une institution. Donc, je veux dire, tout avait déjà été préparé pour que le président de la République reçoive des jeunes étudiants ivoiriens aux États-Unis. Maintenant, si à titre personnel, je veux aller voir le président de la République, vous imaginez combien de temps ça va me prendre et même qu'est-ce qu'il dit que vous je vais être devant le palais présidentiel. D'accord. Pour aller plus rapidement, parce que là, j'ai une voix qui est beaucoup plus rapide, parce que votre formule, c'est pas évident. Oui, franchement, déjà, son patron est plus proche d'elle que le président de la République. Bon, heureusement que ça a marché. Alors, donc, 2015, vous obtenez le financement de votre... oui, c'est ça. Employeur, l'IUGB. L'IUGB, c'est ça. Quels sont les termes du contrat? Les termes du contrat, c'était juste que je parte et que je revienne et que je rembourse. C'est ce que j'ai demandé. J'ai dit, je veux le prêt, je veux partir, je veux revenir et vous rembourser. Vous avez trouvé une formule de remboursement? Oui, on a fait, c'est un peu comme un payment plan. Donc, j'ai fait un échéancier, voilà, à mon retour. Et là encore, ils ont été bien gentils parce que quand je suis revenue, je n'ai pas automatiquement commencé à rembourser. J'ai repris le travail en 2017, mais ils m'ont laissé quand même le temps de souffler un peu. Et ce n'est qu'à la mi-2018 que j'ai commencé à rembourser mon prêt. Donc là, j'ai un échéancier et chaque mois, je reverse une certaine somme en remboursement de ce prêt. En tout cas, une certaine somme. Alors, on va parler un peu de l'expérience en Chine. Est-ce que vous avez été victime... déjà, je précise le nom de l'université, Université de Nottingham à Nîmes, en Chine. Quand vous faites la comparaison de l'expérience vécue en Chine pendant 1 an et celle aux États-Unis, quels sont les petits points que vous avez envie de soulever ou souligner? Alors, comme j'ai dit déjà, moi je partais pour un diplôme, mais ça a été toute une expérience et ça a été une très belle expérience. Déjà en Chine, bon, je partais, il faut dire que c'est vrai qu'aux États-Unis, j'avais jamais vécu, mais j'étais déjà allée quand même quelques mois avant pour un programme auquel j'avais participé. Donc plus ou moins, et puis tomber dans une communauté d'Ivoiriens, on est plus ou moins à l'aise. En Chine, quand je partais, c'était tout autre chose. Je n'étais jamais allée en Asie, je n'étais jamais allée en Chine, donc c'était un territoire inconnu. Mais comme je dis, je partais dans l'optique de dire, je vais me construire un réseau, je vais apprendre à aller vers les gens, je vais profiter au maximum de cette expérience-là. Et sincèrement, ça m'a vraiment bénéficié parce que en 1 an, j'ai beaucoup voyagé, j'ai visité beaucoup de villes, des gens qui m'invitaient, j'ai eu des amis proches, je me suis fait beaucoup de connexions. Au-delà du diplôme, j'ai fait du volontariat, j'ai fait tellement de choses en 1 an. C'était vraiment extraordinaire, c'était une belle expérience. On a parlé dans l'actualité ces derniers temps de racisme que vivaient ou subissaient des étudiants africains en Chine. Est-ce que vous avez vécu le racisme là-bas? Comment est-ce que vous, en tant que Noir, vous avez été perçu par la société chinoise? Alors, mon expérience personnelle, parce que chaque expérience est différente. Moi, mon expérience personnelle, je n'ai pas véritablement expérimenté de racisme. J'ai plutôt
expérimenté des personnes qui ne connaissaient pas, qui n'avaient jamais vu de noir, qui ne savaient pas trop comment s'y prendre. Souvent, quand vous marchez dans la rue, vous voyez des gens qui vous regardent d'une certaine manière. Il y en a qui se cachent pour... ça, c'était du volontariat que je faisais avec des petites filles dans une école au nord de la Chine. Donc, il y en a qui veulent toucher vos cheveux, toucher votre peau, etc., etc. Vous étiez une sorte de petite star pour eux. Ah, j'étais une star. Oui, vous voyez ces cheveux blonds, là, quand je suis partie avec ça, là, franchement, tous ceux qui étaient avec moi, tous les blancs, là, on ne les regardait pas. 1, 2, 3, les mettaient dans mes cheveux. 1, 2, 3, voilà. Ou bien quand vous partez visiter un endroit, vous êtes touriste aussi. Mais finalement, vous êtes le centre d'attraction parce que vous pouvez passer 15 minutes à prendre des photos. On vient, ah, je veux une photo, ah, je veux une photo. Mais personnellement, je n'ai jamais expérimenté quelque chose de méchant. Et ça, c'était pour les gens extérieurs. Maintenant, pour ceux dont j'étais proche, c'est-à-dire mes camarades de classe, c'est-à-dire qu'ils sont devenus comme des membres même de ma famille. C'est-à-dire que j'ai un souci, je n'ai qu'à appeler ma copine chinoise, mon ami chinois. Ils sont prêts à tout pour m'aider. Donc, j'ai vraiment rencontré des gens formidables. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en contact avec eux. Quand j'ai besoin de quelque chose, ils sont là. Donc, c'était vraiment une expérience positive. Est-ce que vous avez profité justement de ce passage en Chine pour faire du business? Parce qu'on sait très bien que c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Est-ce que vous en avez profité? Étant là-bas, je n'ai pas fait de business parce que j'étais vraiment focalisée sur les études. Je n'ai pas fait de business là-bas. Par contre, vu que, comme j'ai dit, j'ai quitté mon emploi, j'ai 1 an, je ne travaille pas. Donc, il fallait quand même arriver à gérer les fins du mois et tout. Donc, après avoir pris un peu mes repères, j'ai quand même fait du tutorat. Voilà, donc j'ai enseigné l'anglais et le français à des élèves, des élèves de collège, de lycée, oui, pour pouvoir arrondir les fins de mois. Vous avez déjà remboursé le prêt là? Vous avez fini de rembourser? Non, non, pas encore. Ah, je comprends pourquoi elle dit qu'il n'y a pas de racisme là. D'accord, je rappelle que vous êtes donc rentré au pays 1 an après. Oui, novembre 2016. Qu'est-ce que ce diplôme a changé dans votre, dans votre profession, votre quotidien, votre vie de tous les jours depuis le retour? Il y a eu beaucoup de choses. Déjà, un diplôme supplémentaire, c'est une élévation de votre profil de carrière. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais partir là-bas. Parce que selon mon plan, je me suis dit, je veux au moins un diplôme de bachelor, de master, sinon de doctorat. Je ne voulais pas m'arrêter au bachelor. Donc, déjà, le diplôme en lui-même, c'est une satisfaction. Quand je suis revenue, ça m'a permis de monter en grade au niveau de mon entreprise, là où je travaille. Au-delà de ça... Vous avez renégocié avec votre entreprise? Oui, oui, on a renégocié parce qu'on n'est pas on est revenu, le niveau a changé. Maintenant, je suis manager du bureau du vice-président. En partant, j'étais assistante du vice-président. Super. Voilà, donc quand je suis revenue, on a revu mes compétences, on a renégocié, etc., etc. Au-delà de ça, c'est aussi des opportunités d'affaires entre ici et la Chine aussi. Donc, il y a beaucoup de choses, voilà, que ça m'a apporté. Carrément et complètement changé. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Et je suis pas votre employeur. C'est pas tout le monde qui ferait ça. Je suis honnêtement pleinement satisfaite de toute cette expérience. Bravo. D'accord. Allez, dans un petit moment, on va partir pour la pub, mais avant, vous avez, pour partager votre expérience avec la jeunesse ivoirienne, africaine, vous avez sorti un ouvrage en janvier 2020 qui s'appelle YOLO, You Only Live Once. Dans un premier temps, pourquoi le titre YOLO et quel est le message que vous faites transpirer à l'intérieur de cet ouvrage? Le titre YOLO, en fait, ça a été fait à dessein. You Only Live Once. On sait que beaucoup de jeunes connaissent cette expression-là, on ne vit qu'une fois. C'était très en vogue il y a quelques années. Donc, je me suis dit, c'est une expression qui résonne avec la jeunesse. Mais moi, en fait, le concept qui a été... L'exploitation de ce concept-là ne me plaisait pas trop. C'était plus, on ne vit qu'une seule fois, donc on doit tout faire, on doit tout tenter, on doit vivre comme on veut. Toutes les folies, toutes les délires. On doit faire toutes les folies. Et moi, le message que je passe, c'est justement parce qu'on ne vit qu'une seule fois qu'on doit bien vivre. On doit vraiment vivre de sorte à en être fier. On doit prendre des risques, mais de bons risques. Et donc, en exemple de bons risques, je donne l'exemple justement de ce prêt-là que je prends pour aller financer ma formation qui, pour moi, c'est mon éducation et c'est important. C'est pas prendre un prêt. Une petite anecdote, j'ai vu qu'il y a quelques mois que j'ai vu qu'il y a un jeune, quand le iPhone 11 était sorti aux États-Unis, qu'il y a un jeune qui a vendu son rein pour s'acheter un iPhone. Oula. Voilà, donc je dis, bon voilà, ça c'est pas le genre de risque qu'il faut prendre. Non, du tout, mais franchement du Prenez les risques qui auront des retombées positives, sur votre vie. C'est un peu le message. Un exemple pour la jeunesse en tout cas, un exemple pour la jeunesse. Ok, allez, mesdames et messieurs, on revient juste dans un petit moment, on vous présente ça, c'est une page commerciale et après, samedi se poursuit. Pourquoi ce fou rire? Allez, on est de retour. Mesdames et messieurs, toujours en compagnie de Madame Paul-Aurore Kofi. Ça va être votre dernier mot. Nous vous savons très engagé sur le plan social à travers des organisations, des ONG, des activités sur le terrain. Vous faites aussi beaucoup de conférences, vous conduisez beaucoup de conférences dans lesquelles vous adressez aux jeunes de ce pays. Alors, avant de vous dire au revoir, quel type de message, de conseil vous voulez laisser au-delà du livre à cette génération qui vous suit? Alors, 2 messages très rapidement. Le premier message, c'est de ne pas avoir peur d'investir en soi, même quand c'est quelque chose d'important. Ça peut être, pour moi, c'était mon éducation. Pour vous, ça peut être
un business pour vous, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. N'attendez pas que ce soit tous les jours les autres qui le fassent. On a beaucoup de prérogatives. Non, mes parents doivent faire, l'État doit faire, etc. Mais quand ce n'est pas... Mon copain doit faire. Mais quand ce n'est pas le cas, est-ce que nous-mêmes, on est prêts à se sacrifier pour ces choses-là qui nous tiennent à cœur? La deuxième chose, c'est en toute chose la recherche de l'excellence. Il faut qu'on se démarque positivement, quel que soit là où on se trouve. Comme ça, lorsqu'il y a des opportunités qui viennent vers nous, les gens sont contents de nous accompagner parce qu'ils ont confiance en ce que nous sommes capables de faire. En tout cas, vous avez d'autres formidables expériences à l'intérieur de cet ouvrage. On n'a pas eu le temps de tout évoquer. Nous vous recommandons ce livre, mesdames et messieurs. Et merci beaucoup. Nous sommes fiers de vous. Madame Paul-Aurore Kofi, bonne continuation. Et revenez, pourquoi pas, l'année prochaine, nous raconter encore la prochaine étape. Allez, on vous embrasse et toute la famille aussi. Merci beaucoup. Allez, dans un petit moment, mesdames et messieurs, ça va être le tour à notre chère spécialiste, docteur Linda Kaboré, docteur en pharmacie, avec qui nous évoquons, vous le savez, l'actualité Covid-19. Et il y a forcément aussi notre ami Paulus Agathon, qui nous ramène toujours les statistiques et qui fait aussi entendre vos questions et préoccupations sur ce sujet. Paulus Agathon, qui nous rejoint. Paulus Pendant que le docteur cède au rituel du lavage des mains, mesure, vous le savez, très importante pour se protéger ou se mettre en sécurité face à cette pandémie qui continue de faire des victimes. Paulus, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Venez, on va libérer une place pour Paulus, s'il vous plaît. Venez. Oui, venez, Paulus Agathon. Vous êtes spécialiste en corona. Franchement. Notre guide religieux va se lever pour vous. On a obtenu au moins ça de cette lever un guide religieux. Guide religieux de ce midi. Ça va bien, Paulus? Oui, ça va très bien. Bonjour JM, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ok, cool, welcome. Bonjour. Allez, on va pas tarder. Tout de suite, le point de la situation. Covid-19 en Côte d'Ivoire, en chiffres? Alors Jean-Michel, il faut dire que depuis l'apparition du premier cas de coronavirus en Côte d'Ivoire à ce jour, notre pays a enregistré 1150 cas confirmés. On a 468 personnes guéries et 14 décès, ce qui porte à 668 le nombre de personnes sous traitement. Et dans le monde, on a aujourd'hui plus de 2,98 millions de cas confirmés. Bon, je veux dire, pour vous qui êtes régulièrement dans la sensibilisation, le partage de messages sur la question, quand vous voyez les chiffres, malgré tous les efforts montés, quel sentiment vous avez? C'est dire que la sensibilisation doit continuer et que quelque part, tout le monde ne respecte pas forcément les mesures barrières. Et Jean-Michel, permettez-moi de présenter un point de l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le 24 avril dernier, au cours de ce mois d'avril, on a atteint le nombre le plus élevé de cas, avec 73 cas. Bien avant, c'était le 6 avril, on avait 62 cas. Et ça monte, ça descend. Je pense que si tout le monde prenait cette maladie au sérieux, en portant le cache-nez pour les différents déplacements, en respectant les mesures barrières, ça pourrait contribuer énormément à faire descendre voilà, ce nombre de cas. Le docteur est là. Le docteur est là. Docteur, voilà, asseyez-vous. Notre cher docteur qui s'installe. On a toujours au moins quelques mains pour applaudir sur ce plateau. Moi, je vais vous laisser et je voudrais féliciter le docteur. C'est pas encore l'heure de la prière pourtant. Vous allez où? Oui, pardon, carrément la chauffe. Il faut féliciter le docteur parce que c'est sa dernière émission aujourd'hui. Qui vous fait dire ça? Madagascar, ils ont trouvé remède. Elle va venir faire quoi ici? Docteur, vraiment merci pour tout. Appelez là-bas, ils n'ont qu'à envoyer mes médicaments là. Vous allez vous occuper de votre famille. Bon, voilà, c'est l'humour à la philo. Docteur Linda Kaboré, bonjour, merci d'être là. Très belle couleur. Oui, franchement. Allez, docteur, la première question, c'est... Je pense que Philo a lancé la première question, un Brocky Shot qui dit il paraît que Madagascar a trouvé un remède contre le coronavirus. Il paraît pas. Ouais, enfin, moi je lis textuellement son message, voilà. Bah, ils ont trouvé un remède. Est-ce que c'est le remède? Voilà. C'est autre chose. Madagascar a trouvé un remède. On a vu le président en train de... Vous respectez les distances barrières. Oh non, je sais pas. Le Covid organique, voilà. Ça marche. Si, on vous entend, docteur. Et ça a été désinfecté. Est-ce que la question est claire pour vous, docteur? Qu'est-ce qu'il en est réellement de cette trouvaille? Est-ce approuvé? Est-ce certifié? Ou on en est où? Alors, on en est... à un stade à Madagascar où le président de la République a dit qu'ils ont un produit, l'artémisia, à base d'artémisia qui soignerait le Covid-19. Pour l'instant, moi je sais que, enfin, d'après ce qu'on sait, on a vu le président, tout le monde l'a félicité, mais les essais cliniques ne sont pas faits. Vous voyez ce que Qui n'a pas fait d'essai clinique?
Ce produit était déjà utilisé avant. Oui. Comme nous-mêmes, on utilise l'artémésia. L'artémésia, vous-même, vous connaissez. L'artémésia, ça est utilisé depuis 2000 ans pour soigner le paludisme. D'accord. Il y a 20 ans, 30 ans, dans les années 70, il y a un médecin chinois qui a extrait l'artémisine, qui a donné les produits qui sont les artémétères, qu'on utilise aujourd'hui. Quand vous avez le palu, vous avez des produits associés, dont l'artémétère qui est dedans. Et ce produit-là nous soigne le palu. On a arrêté certains produits et depuis quelques années, ce sont ces produits-là qu'on utilise. L'artémisia est une plante fantastique qui soigne bien d'autres maladies, hein, au-delà du palu. Au-delà du palu. Très efficace. En tout. Mais est-ce qu'elle soigne le corona? Ça, ce n'est pas encore, c'est la grande question. De toute façon, elle ne peut pas vous faire de mal parce qu'elle marche sur la fièvre, etc. etc. Mais docteur Kaboré, qu'est-ce que ça coûte, moi c'est une question, hein, qu'est-ce que ça coûte à la communauté scientifique dans les différents pays africains de moins essayer le médicament sur des patients volontaires? Parce qu'après, ce n'est pas imposé. Bon, si. La limite des choses, c'est d'essayer et puis après de faire des observations. Mais avant d'essayer, il faut d'abord faire des études de toxicité. Avant de faire les essais cliniques, ça coûte une fortune. La Côte d'Ivoire va-t-elle essayer peut-être la Côte d'Ivoire a commencé à chercher des produits et ils sont en cours de test. Le test de biotoxicité est terminé. Maintenant, vous parlez de quel produit Le produit que la Côte d'Ivoire aussi a trouvé. Ah, on ne peut pas. Okay. Ah bah oui, mais seulement la Côte d'Ivoire veut aller au bout de ses essais, du processus et ne pas crier victoire avant et après faire marche arrière. On a de nombreux scientifiques ici. Moi-même, je connais, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai remis en tant que marraine de tradis praticiens la liste des produits le 27 mars. On a commencé le 15 février. Alors quand vous dites on, vous parlez de quel institut en Côte d'Ivoire qui est en train de travailler sur un éventuel remède? Le 15 février, je me suis approchée de mes filleuls, les tradis praticiens, pour leur dire qu'il y a une maladie qui a commencé et qu'il faut peut-être qu'on commence à penser à la prévention et aux symptômes légers. Le 27 février, la liste était prête. Donc ce sont les tradis praticiens de Côte d'Ivoire. Les tradis praticiens de Côte d'Ivoire. Travailler sur un remède pour le 27 mars, vous pouvez vérifier sur les médias, la liste a été remise au ministère. Tout de suite, les tests ont commencé dès le lundi. C'était un vendredi. Les résultats ont été donnés. Des tests de biotoxicité, il y avait 40 plantes. Et sur les 40 plantes, il y en a une dizaine qui ont été retenues. Maintenant, c'est les essais cliniques. Et après les essais cliniques, il faut l'autorisation de commercialisation. Donc, il y a un processus qui est en train d'être accéléré. Petite question, qui se charge des essais cliniques? Est-ce que ce sont les scientifiques, les pharmaciens, les ganénistes? Il y a un comité qui est mis en place, un comité scientifique thérapeutique avec des médecins et tout pour vérifier, et le comité d'éthique et de suivi dont je fais partie. D'accord, donc les prochains jours nous diront. Et ce processus dure combien de temps à peu près? Parce que là, il est en accélération, c'est très long. Ouais. Et après, il faudra faire quelques essais sur des patients. Donc, c'est difficile. Parce qu'en même temps, on est dans l'urgence. En même temps, il faut respecter l'éthique, le processus. On ne va pas mettre sur le marché, les tradis praticiens ne vont pas mettre sur le marché un produit qui est toxique pour la population. Jamais on va le mettre en pharmacie, nous, s'il n'a pas été testé et vérifié. Et approuvé. Donc déjà, la biotoxicité a permis d'éliminer une partie des propositions. D'accord. Donc ne vous inquiétez pas, ça travaille, mais ça ne fait pas de bruit. En tout cas, merci pour l'info. On ne savait pas, du coup. Je suis avec vous tous les jours, mais je ne peux pas vous dire tout. Mais sachez que l'artémésia est une plante formidable, à tel point qu'on n'en a plus, parce que ceux qui la connaissent l'ont déjà consommée en cas de fièvre et tout. Mais attention à l'automédication. Alors, docteur, parce que vous allez créer, c'est le seul, excusez-moi, ça c'est très important, les artémétères qu'on utilise sont les seuls traitements de palu efficaces que nous avons en ce moment. Si tout le monde se met à en avaler
à tort et à travers, on va avoir un problème de résistance. Et ce n'est pas maintenant qu'on va faire une recherche pour trouver une autre molécule. Donc, attention, il faut avoir une responsabilité. Chacun de nous doit savoir que s'il prend l'habitude d'en prendre tout le temps, que ce soit l'infusion d'Artémisia, que ce soit au quotidien, le jour où il aura le palu, on ne pourra pas le soigner. D'accord. Docteur, si la fin du confinement arrive et le couvre-feu aussi est annulé, est-ce qu'on peut vivre avec ce virus tous les jours? Est-ce que c'est possible de vivre avec le virus s'il n'y a pas de vaccin actuellement et on doit attendre? Mais on n'a pas le choix. Donc même si le confinement, on n'est pas confiné, hein, on est en couvre-feu. Même si c'est levé, je pense que pour un bon moment, même ceux qui sont en train de lever les mesures, je crois que le Ghana a levé son confinement hier ou avant-hier, il faut garder les mesures barrières parce qu'on ne connaît pas la maladie. Et comme je l'avais dit, tu peux être guéri et ils se révèlent. Regardez les Chinois, ils ont levé le confinement, on a dit après... Il y a eu une deuxième vague, je crois. On a dit que oui, ils ont menti sur les chiffres, ils en ont caché et tout. Ben non, ils ne savaient pas que des gens déclarés guéris pouvaient refaire la maladie. Donc, ils ont eu des nouveaux cas. Docteur Linda Kaboré, il y a Bill Gates qui disait, il n'y a pas très longtemps, qu'on risque de connaître une deuxième phase de la maladie. Qui pourrait avoir encore des conséquences plus graves avec une mutation du virus et d'autres impacts sur la vie économique, etc. Vous, quand vous entendez des informations comme ça, vous dites quoi en tant que spécialiste? Vous croyez que ça fait plaisir d'entendre Melinda Gates dire qu'elle voit les rues d'Afrique jonchées de cadavres? On ne connaît pas la maladie. Donc, eux non plus n'ont pas la solution. Si eux, ils pensent qu'ils ont la solution, donc on ne souhaite pas ça. On peut dire que ça va être compliqué pour l'Afrique, comme a dit le directeur de l'OMS. Il a dit, l'Afrique, réveillez-vous. Et c'est ce qui est en train de se passer. On est en train de se réveiller. Tout le monde est en train de se réveiller. Vous voyez, tout le monde est en train de créer, tout le monde est en train d'agir. Mais on ne peut pas être négatif, il faut savoir rester positif. D'accord. Il y a tout un... Je ne sais pas si vous avez une autre question, mais il y a tout un gros débat autour de l'OMS valide ou pas, etc. Mais parce que... Alors, dans le cas de la très bonne information que vous nous avez apportée, si le médicament proposé par la communauté des tradipraticiens de Côte d'Ivoire est validé par la communauté scientifique ivoirienne, finissait par sortir, et que l'OMS disait on n'est pas très sûr que ce soit le bon médicament, est-ce que vous le mettrez tout de même sur le marché? Ça va être difficile qu'ils disent non, étant donné que le processus est en cours. Non, je veux dire, au bout du processus, si au bout du processus, l'OMS... Oui, mais ça va être compliqué parce que, étant donné que toutes les étapes du processus sont respectées ici, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne fait pas de bruit, mais on va en faire peut-être dans quelques temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut avoir confiance en vos scientifiques. Ils travaillent tous les jours pour trouver des solutions. Regardez, on a combien de... C'est vrai que ça se multiplie, mais on a bloqué à 14 décès. Et il y a beaucoup de nouveaux décès après les 9 qui sont dus aux personnes qui ne vont pas à l'hôpital et qui restent à se faire de l'automédication. Et comme on dit chez nous, c'est quand c'est gâté qu'ils s'en vont à l'hôpital. Et là, on est obligé de les compter. En tout cas, merci beaucoup, Dr Linda Kaboré, de tirer la sonnette d'alarme sur ces questions-là qui sont très importantes. Il ne faut pas relâcher dans le respect des mesures, dans l'éveil aussi vis-à-vis de cette pandémie. Un grand merci à tout le monde autour de la table, à Paulus Agathon, à mon cher Alexandre Branger, Jessica, encore belle saison de vie. Merci beaucoup, docteur, à toutes nos équipes techniques. Merci, docteur Philo. Et merci aussi à vous. Avec docteur Philo et son accompagnement, on souhaite un très très bon carême à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire et d'ailleurs qui nous regarde. Dieu vous bénisse richement. Et puis on se retrouve demain, on sera là, rien que pour vous. Allez, bonne journée sur RTI1. À demain.